L'Eigerwand est la face nord d'un sommet de 4000 mètres appelé l'Eiger. Après 3 générations d'Européens qui avaient conquis chaque sommet des Alpes, il restait peu de grands défis dans la région. L'Eigerwand en était un, largement considéré comme la plus grande voie non grimpée des Alpes. Le sommet avait déjà été atteint dans les années 1850, pendant l'âge d'or de l'exploration alpine. Mais la face nord, elle, était restée inescaladée. De nombreuses choses peuvent rendre une escalade difficile. Des pentes raides, des avalanches, des ascensions longues, l'absence de points de repos faciles et bien plus encore. L'Eigerwand avait tout cela. Mais un danger en particulier se détachait, les rochers et la neige instable. Pendant les mois d'été, généralement considérés comme le meilleur moment pour l'escalade, la montagne s'effrite. Des rochers de la taille d'un poing tombent régulièrement de la montagne. De gigantesques avalanches dévalent ces pentes à 70 degrés, à une vitesse incroyable. Et la grande paroi concave est perpétuellement à l'ombre. Il y fait extrêmement froid et venteux, et les épisodes météorologiques locaux y sont totalement différents de ceux du col en dessous. La face est mortelle. Avant 1935, aucune équipe n'avait tenté sérieusement d'escalader la face. Mais cette année-là, de jeunes alpinistes allemands de Bavière, tous deux très expérimentés, mais relativement inconnus en dehors de la communauté alpine, ont décidé de tenter la première tentative sérieuse. L'une des particularités de l'escalade de l'Eiger est que presque toute la face est visible depuis un complexe hôtelier en dessous. Les habitants de Kleine Scheidegg, une petite station balnéaire du col, pouvaient observer directement la face nord lorsque le temps se dégageait et observer toutes ces tentatives pour grimper la face. Tout cela était en place bien avant que la première tentative ne soit faite. Alors, quand les deux jeunes Bavarois ont décidé de tenter leur chance, la presse mondiale était littéralement à l'antenne, les observant à travers des jumelles lorsque les nuages se dissipaient. Ne sachant pas combien de temps la tentative prendrait, les deux alpinistes bavarois, Karl Mehringer et Max Sedlmayr, ont apporté 6 jours de provisions, estimant qu'il faudrait 2 à 3 jours pour atteindre le sommet. Ils ont commencé fort, montant jusqu'à la station Eigerwand avant de monter leur camp pour la nuit. Oui, vous avez bien entendu, il y a des voies ferrées au tiers de la montagne. Voici d'ailleurs la vue depuis une fenêtre donnant sur, encore une fois, je ne l'invente pas, la station de Grindelwald. Au deuxième jour, ils ont peu progressé, devant affronter le premier grand champ de glace de l'ascension. Au troisième jour, ils ont été aperçus près du haut de ce champ de glace, avant que les nuages ne s'installent et que la vue de la face ne soit obscurcie. Lorsque les nuages se sont dissipés le 5e jour, il est devenu évident qu'une catastrophe majeure était imminente. Toute la face de la montagne était recouverte de couches de neige fraîche, un événement inhabituel pour les mois d'été. Des avalanches dévalaient la montagne, rendant impossible pour les grimpeurs de descendre par leur route précédente. Les hommes n'avaient d'autre choix que de continuer vers le haut, espérant atteindre le sommet avant que leurs provisions ne s'épuisent ou qu'ils ne meurent d'exposition. On les a vus vivants pour la dernière fois le 5e jour, assez haut dans le 3e champ de glace. Quelques jours plus tard, lorsqu'un avion survola le sommet pour tenter de localiser les grimpeurs, l'un d'eux a été repéré, figé, debout dans le 3e champ de glace. Cet endroit a été plus tard appelé le bivouac de la mort. On pourrait penser qu'après une telle tragédie, les grimpeurs pourraient être temporairement découragés. Mais ce serait sous-estimer à quel point les alpinistes sont obnubilés par les sommets, ainsi que le contexte géopolitique du moment où les nations européennes encourageaient tout succès alpin dans le but de revendiquer des victoires et des valeurs nationales. Et l'année suivante, en 1936, 10 hommes prévoyaient de tenter le sommet.
Mais le mauvais temps et les accidents d'escalade ont réduit ce nombre à seulement 4 en juillet. 2 paires, l'une bavaroise, composée d'Andreas Hinterstoisser et Toni Kurz, et l'autre autrichienne, composée par Willi Angerer et Eddie Rainer. Les 2 groupes, ayant planifié la même route, décident de tenter l'ascension ensemble. L'ascension débute le 20 juillet 1936, et dès le premier jour, Andreas Hinterstoisser tombe, mais s'en sort indemne. Les 4 hommes progressent. Ils réussissent même à passer une paroi lisse, réputée infranchissable, grâce à une nouvelle technique utilisée par Hinterstoisser. Il utilise des cordes fixes et un mouvement de balancier pour traverser le passage en diagonale. Cette technique leur ouvre la voie de la face nord et fait rentrer par l'occasion Andreas dans cette paroi, puisque le passage de roche lisse est depuis nommé la traversée Hinterstoisser. Une fois la traversée réussie, les 4 alpinistes retirent la corde, soit car ils pensaient ne pas avoir besoin de planifier une potentielle redescente, soit parce que la corde utilisée dans la traversée leur serait nécessaire dans la suite de l'ascension. Cette action aura des conséquences lourdes, comme vous le verrez par la suite. Les nuages se sont installés pendant la nuit, et la vue de la montagne a été occultée pour les spectateurs observant à travers des jumelles et des télescopes depuis Kleine Scheidegg en dessous. Quand le temps se dégage, il devient évident pour les spectateurs qu'il y a un problème. Eddie Rainer et Willi Angerer n'avancent plus. Andreas Hinterstoisser et Toni Kurz montent plus haut et semblent les aider à avancer en leur tendant des cordes. Mais il est clair pour tous que Willi Angerer est blessé. La théorie principale que j'ai lue relate d'une chute de pierre dans un des champs de glace et d'une blessure à la tête pour Willi Angerer. Il faut noter qu'en 1936, les alpinistes ne sont pas équipés de casques, mais de simples bonnets en laine. Malgré cette blessure, les 4 alpinistes tentent de poursuivre l'ascension, mais il est évident que le rythme est trop lent et que les espoirs de succès s'amoindrissent. Lorsqu'ils arrivent au milieu du second jour, dans le champ de glace au niveau du bivouac de la mort, il devient clair que Willi Angerer n'est pas en position de continuer. J'imagine la situation difficile pour Toni Kurz et Andreas Hinterstoisser, venus à 2 pour vaincre la face nord de l'Eiger, et qui maintenant doivent décider de continuer à 2 vers la possible victoire, ou de redescendre pour aider leurs nouveaux compagnons de fortune. La décision est prise et ils redescendent à 4 dès l'après-midi du 2e jour. Ils progressent sur le second champ de glace en fin de journée. La paroi rocheuse entre les 2 premiers champs de glace s'avère, elle, être une barrière infranchissable. Rappelez-vous, la corde fixe installée à l'allée a été enlevée. Et malgré 5 heures de tentative d'Andreas Hinterstoisser pour répéter la manœuvre en sens inverse, il faut se rendre à l'évidence. On ne pourra pas utiliser la même route pour redescendre. Il faut donc prendre une autre route, dans l'inconnu ou presque, sur une paroi verticale de 180 mètres de haut. Le 3e jour, une tempête se lève, et les nuages et la brume obscurcissent la face de l'Eigerwand pour les spectateurs. Des avalanches peuvent être vues dévalant la montagne, apportant une pluie de rochers avec elles. Lorsque les nuages se dissipent brièvement, les observateurs peuvent voir que la paroi rocheuse est maintenant trempée de pluie verglaçante de la nuit précédente. Sachant qu'une autre catastrophe pourrait être imminente, un alpiniste, du nom d'Albert von Allmen, prend le train jusqu'aux fenêtres de la gare Eigerwand, près de la base de la falaise où les 4 hommes se préparent maintenant à descendre. Von Allmen sort la tête de la fenêtre du tunnel de l'Eigerwand et il crie pour les grimpeurs bien au-dessus de lui. À sa grande surprise, il entend 4 réponses. Tous les hommes semblent bien se porter et disent qu'ils amorcent leur descente. Von Allmen, rassuré, commence à préparer une tasse de thé en espérant réchauffer les grimpeurs après l'atroce épreuve. Les minutes passent. Après 2 heures d'attente, Von Allmen devient de plus en plus inquiet. Il retourne à la fenêtre et crie de nouveau. Cette fois,
une seule voix peut être entendue, celle de Tony Kurtz. Il est difficile d'entendre au milieu des bourrasques de vent, mais Von Allmen rassemble deux informations. Tout le monde, sauf Tony, est mort. Et Tony est coincé dans le vide, à des dizaines de mètres au-dessus de la fenêtre du tunnel du train, incapable de descendre plus bas. Von Allmen téléphone immédiatement à la station Eigergletscher, dans la vallée en dessous, et suppliant d'envoyer immédiatement une équipe de secours. Le chef du comité de secours en montagne décide qu'aucun guide ne peut être obligé de participer à la mission de sauvetage, compte tenu du risque extrême. 3 guides se portent volontaires et prennent le train jusqu'à la fenêtre de la montagne. Sortant des fenêtres du tunnel de l'Eigerwand, les 3 guides traversent en diagonale vers le haut sur la paroi, jusqu'à la base de la falaise, à partir de laquelle Tony est suspendu. Il leur parle, sa voix est toujours forte malgré 3 jours passés sur la montagne. On comprend alors mieux la situation, et surtout comment Andreas Hinterstoisser, Eddie Rainer et Willi Angerer sont décédés. Andreas Hinterstoisser s'était décroché de la cordée pour préparer la descente finale, pendant que les 3 autres étaient restés en cordée. Willi Angerer et Tony Kurtz d'un côté du point d'ancrage, Eddie Rainer de l'autre. Les 4 hommes avaient alors été frappés par une avalanche lourde. Celle-ci avait directement emporté Andreas Hinterstoisser dans une chute interminable dans le vide, car il n'était plus en cordée. Willi Angerer et Tony Kurtz avaient eux aussi été emportés, mais retenus dans leur chute par la corde, au bout de laquelle Eddie Rainer était encordé. À cause de la violence de cette chute, Willi Angerer et Eddie Rainer périrent rapidement. Willi, attaché en bout de corde, fut une chute trop lourde. Eddie Rainer, attaché de l'autre côté du point d'ancrage, fut projeté contre la paroi lorsque ses compagnons tombèrent, et il mourut asphyxié par la pression. Seul Tony Kurtz avait survécu à ce drame, mais dans quelles conditions et à quel prix? Il était seul, dans le vide, pendu entre ses compagnons décédés, Willi Angerer sous lui, Eddie Rainer au-dessus de lui. Il n'y a à ce moment-là aucun moyen pour les guides d'atteindre Tony Kurtz. La distance est simplement trop grande pour tenter de lancer une corde vers le haut, et la seule solution serait de grimper 180 mètres de glace friable entre les 2 premiers champs de glace. La nuit tombe, et les guides se rendent compte qu'ils risquent de mourir s'ils essaient de grimper maintenant. Ils ne peuvent effectuer de sauvetage dans la nuit et doivent renoncer. Et laisser Tony Kurtz attendre seul, dans le vide. Il lui promet de revenir le lendemain matin pour une autre tentative de sauvetage. Tony hurle, supplie, implore. Il ne pense pas pouvoir survivre la nuit. Longtemps après leur départ, les sauveteurs peuvent encore l'entendre supplier de revenir l'aider. Lorsque les guides reviennent le lendemain matin, Tony Kurtz a des stalactites de 20 cm accrochées à ses bottes. Pendant la nuit, le vent a arraché son gant gauche. Sa main est maintenant gelée, ainsi que son avant-bras gauche inférieur. Il est évident pour les guides qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de remonter la falaise. Avec un équipement moderne, cela aurait été possible, mais avec l'équipement d'escalade des années 30, il n'y a tout simplement aucun moyen de grimper une falaise glacée et rocheuse. Après plusieurs tentatives infructueuses pour faire descendre Tony Kurtz, les guides n'ont plus qu'une solution en tête pour le sauver. Mais cela dépend principalement de Tony. Celui-ci doit d'abord détacher le cadavre de Willi Angerer suspendu sous lui, puis réussir l'exploit de grimper au niveau d'Eddie Rainer. Tout cela avec une main gelée. La technique pour y arriver est longue et difficile, mais Tony Kurtz réussit l'exploit au bout de 5 heures d'effort et remonte au niveau d'Eddie Rainer pour couper le bout de corde dont il a besoin. À l'aide de ses dents et de sa seule main en bon état, il parvient à nouer tous les bouts de corde qui lui restent pour rabaisser cette corde jointe au niveau des sauveteurs qui attendent. Ceux-ci vont pouvoir y accrocher une nouvelle corde, solide, en prévision de la descente en rappel finale de Tony Kurtz. Mais, dans cette succession d'événements difficiles, voici le comble de la malchance finale. Les guides de haute montagne n'avaient qu'une seule corde longue de 60 mètres avec eux. Malheureusement, lors d'un mouvement brusque,
ils la perdent et la corde tombe au pied de la paroi. Alors, pour atteindre la longueur requise pour la descente en rappel de Tony Kurtz, l'équipe doit attacher 2 cordes plus courtes. Après 4 nuits sans sommeil, exposé au vent et à la pluie, et avec un seul bras en bon état, Tony Kurtz réussit à hisser lentement cette corde double et entame la dernière descente en rappel. Il descend et arrive à 15 mètres des sauveteurs lorsque il s'arrête. Il ne peut plus descendre. Il se rend compte rapidement que le nœud fait entre les 2 cordes ne passe pas dans son mousqueton. Pour pouvoir descendre plus loin, il doit réussir à se soulever suffisamment pour relâcher la tension sur le nœud et le laisser passer à travers son équipement. Les guides peuvent l'entendre gémir alors qu'il se bat pour faire passer ce nœud. « Essaye mon gars, essaye !» crient les secouristes pour encourager l'homme épuisé. Tony, murmurant pour lui-même, tente un dernier effort avec toutes ses forces restantes, mais il n'en a plus de disponibles. Sa volonté de vivre a été portée à l'extrême tant qu'il était actif. Maintenant, ce dernier effort dans la descente l'achève. Désespéré et à bout de force, Tony Kurtz essaie de se déplacer au-delà du nœud, mais en vain. Face à la futilité de la situation, il dit seulement « Ich kann nicht mehr », je ne peux plus. Et il meurt d'hypothermie peu de temps après. Son corps a ensuite été récupéré par une équipe allemande dans les jours suivants. L'aventure tragique de Tony Kurtz, Andreas Hinterstoisser, Eddie Rainer, William Guerrer fut suivie en direct par des centaines de spectateurs. 2 ans plus tard, en juillet 1938, une nouvelle cordée réussit enfin la première ascension de la face nord de l'Eiger. La paire allemande Anderl Heckmar et Ludwig Wörgh et la paire autrichienne Heinrich Harrer et Fritz Kasparek réussissent là où Tony Kurtz et ses compagnons ont tragiquement échoué 2 ans plus tôt. L'escalade de l'Eigerwand a continué, et avec des techniques modernes et des meilleurs équipements, de nombreuses personnes ont réussi l'ascension depuis lors. La face reste cependant un défi impressionnant et dangereux pour les grimpeurs du monde entier.